Bonjour, la capsule d'aujourd'hui va porter sur la section 2.5. Dans cette section-là, on va apprendre à comment obtenir le champ électrique qui est produit par soit un anneau ou encore un disque ou un plan. Premièrement, je vous demande d'aller lire les sections, les pages plutôt 53-54. On démontre là-dedans comment on calcule, comment on applique en fait la méthode qu'on a vue à la section précédente pour calculer le champ électrique qui est produit par un anneau. Comme c'est pas trop compliqué, donc je ne la fais pas en vidéo, je fais simplement donner la formule qui est ici. Cette formule-là, d'ailleurs, vous l'avez dans la feuille de formule. Ça veut dire que vous pourrez la réutiliser. Vous n'avez pas besoin de la démontrer si vous l'utilisez dans un exercice ou encore si vous l'avez à l'utiliser dans un examen. Donc, vous avez cette formule-là dans la feuille de formule. Je vais juste la résumer un petit peu. Bon, ici, le schéma qu'on a là, c'est pas un disque, c'est pas un anneau, mais plutôt un disque. Mais le petit anneau bleu foncé qui est ici produirait, s'il était chargé, un champ ici au point P. Et puis justement, le champ, il est donné par cette formule-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? La constante de Coulomb, la charge de l'anneau. Z, c'est la distance entre le centre de l'anneau, qui serait ici, et le point P, donc la distance verticale. K, c'est la direction, donc le champ est orienté vers le haut. En fait, vers le haut si la charge est positive, ça serait vers le bas si la charge était négative. Puis ensuite, au dénominateur, on a r carré plus z carré, donc r, le rayon de l'anneau, et z, la hauteur, encore une fois, la même hauteur que tout à l'heure. Donc ça, c'est notre formule qui donne le champ produit par un anneau. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est obtenir le champ qui serait produit non pas par un anneau, mais par un disque. Et le truc dans ce cas-là, un disque, c'est une surface. Alors, comme c'est une surface, si on prenait un petit élément, je vais prendre du rouge ici, si je prenais un petit élément carré ici dans le disque, ça serait mon élément de charge, puis que je voulais calculer le champ produit au point P. J'aurais quelque chose qui serait orienté comme ceci, donc ça produirait un champ comme ça. Et puis si je prenais x puis y comme variable, il faudrait que j'intègre à la fois en x et en y parce que j'ai un disque, donc c'est une surface, j'ai deux dimensions. Ça serait assez complexe de faire ça. Le truc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la formule qu'on a déjà préalablement établie pour un anneau. Et on va se dire, un disque, c'est tout simplement une succession d'anneaux. Donc ici, on en a pris un ici en bleu foncé. Donc j'ai un petit anneau mince. Juste à côté, je vais en avoir un autre, puis un autre, puis un autre. Je vais avoir plein d'anneaux comme ça. Et avec ça, je vais constituer mon disque. Donc vous voyez, l'élément de charge dans ce cas-là, ça va être l'anneau. Et chaque anneau va créer un élément de champ. Donc ici, je vais transformer ma formule un petit peu parce que mon anneau, je vais le supposer d'abord très mince, infiniment mince. Et donc, il va produire un petit élément de champ. Donc, E va devenir DE. Il manquait d'ailleurs la flèche ici. Euh, Ensuite, de l'autre côté, Q, ça va devenir DQ. Parce que maintenant, ce n'est pas la charge totale du disque, mais c'est seulement la charge de l'anneau. Donc, c'est un élément de charge. Le Z, ça reste comme c'est là. Le Z, il est constant tout le temps. C'est entre le centre et le point P. Donc, c'est toujours une constante. K aussi, c'est ma direction. Le R, je vais le transformer, ça va devenir petit r. Ça va être une variable parce que mon anneau que je viens de considérer, donc son rayon, je le dessine ici, c'est une variable r. Puis chaque anneau, vous voyez, au fur et à mesure que je vais m'en aller vers l'extérieur, chaque anneau va avoir un rayon différent. Donc le R, ici, ce n'est plus R majuscule, mais c'est plutôt une variable, donc c'est R minuscule. Et Z, lui, ne varie toujours pas. Donc on peut dire en fait que l'élément de champ produit par le petit anneau mince que j'ai choisi va être égal à K, Z, K. Donc, j'ai pris ça ici, je vais juste sortir le DQ à droite. Et puis au dénominateur, je vais avoir R carré plus Z carré à la 3 demi. Ça va être mon élément de champ produit par ce petit anneau mince-là. Et le truc maintenant, c'est que je vais additionner tous les anneaux
sur le disque au complet. Une addition, c'est donc une intégrale en fait. Et je vais intégrer, ma variable d'intégration, ça va être R minuscule. Le rayon de l'anneau va partir de 0 au centre, puis il va aller jusqu'à R majuscule, qui est la bordure du disque. Donc, on va intégrer par rapport à R. Ça va être ça ma variable d'intégration. Par contre, il y a une chose qu'il faut faire, c'est qu'il faudrait exprimer dq en fonction de R. Donc, il faudrait que ce soit une fonction de R, parce que comme on intègre par rapport à R, il faut que dq soit exprimé par rapport à ça. Les autres, c'est des constantes. Vous voyez, K et Z, ce sont des constantes. Donc, il me reste juste dq à exprimer en fonction de R. Alors, comment je vais faire pour faire ça? Ben, dq, ça se trouve être la charge de mon petit anneau mince. Donc, mais ce que j'ai au départ, là, je n'ai pas donné les données de départ, mais ce que j'ai au départ, ça serait la charge par unité de surface de mon disque. Donc ça, il faut que ça soit spécifié. On me dit mon disque a une charge de temps par unité de surface. Donc ça, c'est sigma. Et pour trouver dq, j'aurais simplement à faire la charge par unité de surface, donc sigma, fois la surface. La surface de l'anneau, ça serait ds. Ça serait un élément de surface puisque l'anneau est mince. Maintenant, ds, ce n'est pas encore vraiment la variable que je veux. Moi, c'est en fonction de R que je voudrais. Alors, mon anneau, il ressemble à ceci vu du dessus. On le voit ici à gauche dans le schéma, mais si je le regarde vu du dessus, il est comme ça. Dans le fond, il a, par rapport au centre, un rayon R. Évidemment, j'aurai un rayon intérieur et un rayon extérieur, mais comme l'anneau est mince, on peut considérer que c'est le même rayon pour les deux. L'épaisseur de mon anneau, ça serait dr, justement. Et donc, la surface, on pourrait calculer la surface en disant ben, c'est la soustraction de deux disques. Donc, j'aurais le grand disque, donc j'aurais sa surface moins le disque intérieur. Mais comme il est mince, on peut aussi faire une approximation. On pourrait le couper puis le dérouler. Donc, vous voyez, si je coupe mon anneau puis je le déroule, ça va donner quelque chose comme ceci. Je le dessine rapidement, là, mais ça me donnerait donc quelque chose comme ceci, avec une épaisseur dr, puis la longueur, ça se trouverait 2 πr, c'est la circonférence, donc si je le déroule, ça va donner 2 πr comme longueur. Évidemment, ça ne sera pas tout à fait un rectangle, parce que si je le coupe, même si je le coupais droit ici, perpendiculaire au rayon, en le déroulant, c'est sûr que le bas ne va pas avoir tout à fait la même longueur que le haut. Mais bon, si l'anneau est mince, on peut faire l'approximation que c'est un rectangle. Et donc à ce moment-là, la surface, ça va être la base fois la hauteur, c'est-à-dire 2 πr fois dr. Donc je pourrais dire que la surface de mon anneau ici, ça sera 2 πr dr. Et donc, ce faisant, je viens de exprimer la charge de l'anneau en fonction de ma variable d'intégration qui va être R. Donc, j'ai la charge par unité de surface qui est une constante fois 2 πr dr. Maintenant, je remplace ça dans ma formule ici. Donc, voilà, j'ai réécrit ma formule d'en haut et je vais juste remplacer, il me restait dq à remplacer au numérateur. Donc, ça sera sigma 2 πr dr. Donc, ça, c'est le champ qui est produit par mon petit anneau. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est juste d'intégrer ça. Donc, je vais faire la somme de la contribution de chaque anneau pour avoir le disque au complet. Donc, en fait, je vais continuer en bas. Le champ complet, ça va être l'intégrale de tout ça. Par contre, je vais juste effacer un petit peu. Je vais plutôt écrire toutes les constantes devant. Là. Donc, on voit quand même que K, Z, sigma, 2pi, ce sont toutes des constantes. Donc, 2pi sigma K, Z et le vecteur K pour la direction. Et il va rester dans l'intégrale R dr sur R carré plus Z carré. Et ça, c'est à la 3 demi. Et donc, j'ai seulement R comme variable, puisque Z est une constante. Puis les variables d'intégration, ben, je veux avoir la contribution de tous les anneaux du centre jusqu'à l'extérieur du disque, donc de 0 à R majuscule que je devrais mettre, puisque c'est R majuscule le rayon de mon anneau.
Donc, rendu là, il me reste plus rien qu'à faire des mathématiques. D'ailleurs, c'est une intégrale assez simple à faire puisqu'on a un R ici en avant. Alors, je vais l'écrire un petit peu plus bas. Donc, je répète les différentes constantes, comme ceci. Il faut faire attention de ne pas mélanger les deux cas. Là, celui sans vecteur, c'est la constante de Coulomb, tandis que le cas avec le vecteur, c'est juste pour donner la direction, c'est le vecteur unitaire. Puis notre intégrale ici va nous donner 1, en fait moins 1 sur racine de r carré plus z carré. Et on va intégrer ça de 0 à r. Alors, on va avoir 2pi sigma k z k, toutes les constantes qui sont répétées. Et puis ensuite, on va avoir moins 1 sur racine de r majuscule au carré plus z, c'est la borne supérieure. Ensuite, moins moins, donc plus 1 sur racine de z carré lorsque r prend la valeur 0. Bon, c'est sûr que racine de z carré, ça va faire z. Mais bon, on ne peut pas simplifier beaucoup la formule. Même si j'envoie le z ici, il va simplifier celui-là, mais pas le premier. Donc, en fait, la formule, bon, elle va rester comme ça. Elle ne peut pas être beaucoup plus simple que ça. Donc, ça reste une formule assez laide. Par contre, ce qui serait intéressant peut-être, c'est d'aller voir. Donc, ça serait la formule, en fait, pour trouver le champ électrique produit par un disque. On peut regarder par exemple comme cas particulier si on avait un plan infini. Donc un plan infini, on peut dire que c'est comme un disque qui aurait un rayon infini. Alors ça veut dire qu'on peut aller voir vers quoi ça tend si on met le R majuscule ici égal à l'infini dans la formule qui est en haut. Alors si on fait ça, le premier terme qui est ici va s'en aller. Parce que si je mets r égale infini, je vais avoir l'infini au dénominateur, donc ça va tendre vers 0. Et donc, il va nous rester seulement le deuxième terme. Bien sûr, le z qui est ici va annuler le z qui va rester en bas, racine de z carré qui donne z. Donc, ça va s'en aller. Alors, ça donne quand même quelque chose d'assez intéressant, assez simple en fait, au moins, à écrire. Donc, on va avoir 2pi sigma k. Et ça, c'est, je vais peut-être le mettre un petit peu plus loin à côté, là, puisque le z s'annule. Donc, ça donne une expression assez simple, en fait, pour le champ qui serait produit par un plan infini. On peut même le simplifier encore davantage parce que, en fait, vous vous rappelez de la constante epsilon 0, on avait dit k, la constante de Coulomb, on peut la remplacer par 1 sur 4pi epsilon 0. Donc, en fait, si j'envoie le 4pi de l'autre côté, ça fait 4πk égale 1 sur epsilon 0. Et c'est presque ça qu'on a ici. Vous voyez, on a 2pi fois k. Donc, en fait, on a la moitié de ça. Donc, on a 1 sur 2 epsilon 0 si on divise par 2 de chaque côté. Donc, on pourrait écrire aussi ceci comme étant sigma sur 2 epsilon 0 fois k. Donc, c'est deux façons de l'exprimer. Dans les deux cas, ça donne une formule qui est assez simple. Si on veut maintenant l'analyser davantage encore, je vais l'encercler ou l'encadrer. Supposons que la charge est positive, donc sigma est positive. 2 epsilon 0, c'est simplement une constante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le champ au-dessus du plan, donc si on revient ici, on parle du champ au-dessus du plan, serait positif. Donc, on a un champ qui est directement vers le haut et qui est positif. Si la charge est négative, évidemment, on va avoir un signe moins, donc le champ serait vers le bas. Mais ce qui est intéressant, c'est que le champ ne dépend pas de z. Alors, vous voyez, ça dépend seulement de la charge par unité de surface, puis ensuite on a une constante. Donc, ça ne dépend pas de z. Ça veut dire que le champ produit par un plan infini, il est constant, il ne dépend pas de la distance au plan. Donc, quand on est près du plan ou très loin du plan, on va avoir toujours le même champ. Donc, c'est une façon de produire un champ qui est uniforme, qui est égal partout, avec un plan infini. Évidemment, un plan infini, c'est impossible, c'est quelque chose de théorique. Par contre, ce qu'on pourrait dire, c'est que la formule, elle va être valable si on a un champ, si on n'est pas trop loin. Supposons que j'ai un plan qui a une certaine longueur qui est finie. Supposons que je suis ici. Donc, je ne suis pas très loin du plan. La distance z est petite par rapport à la dimension du plan. Mais je pourrais dire que cette expression-là est relativement valable. Donc, au lieu d'utiliser
la grosse formule LED qui est en haut, ben, dans le fond, quand Z sera petit par rapport à R, c'est ça qu'on fait comme approximation, en fait, quand on met R égale infini, ben, la formule pourra se résumer à ceci. Ça va être plus simple à utiliser, donc quand on est près du plan. Alors, je vais revenir un petit peu sur la formule qu'on vient de voir. Le champ produit par une plaque ou un plan infini. Donc, on va avoir sigma sur 2 epsilon 0, donc quelque chose qui est constant, fois k, donc je vais juste mettre le module cette fois-ci. On a la direction sur le schéma qui est à gauche, donc on a ici une plaque chargée uniformément de charge positive. Alors, il faut se rappeler que donc en haut du plan, le champ électrique va être orienté vers le haut. Dans nos calculs, on n'a pas fait le bas du plan, mais si on le reprenait, ben, ça serait tout simplement inversé. On trouverait une composante, ça serait identique, mais négatif. Donc en fait, en bas du plan, le champ va être vers l'extérieur. Ce qui est logique, le champ part toujours des charges positives, s'en vont vers les charges négatives ou vers l'extérieur. Donc, en haut du plan, il va être vers le haut, en bas du plan, il va être vers le bas. Et c'est donc une constante. Ici, on a une vue de face, donc notre plan est chargé positivement, donc uniforme dirigé vers le haut en haut du plan et uniforme dirigé vers le bas en bas. Si on avait une plaque négative, ben, ça serait tout simplement l'inverse. Donc, supposons que j'ai une plaque ici qui serait chargée négativement, vue de côté. Je vais peut-être l'indiquer en rouge. Ça serait exactement l'inverse, c'est-à-dire j'aurais un champ qui serait vers le bas, comme ceci, en haut du plan, et vers le haut, en bas du plan. Autrement dit, le champ se dirige vers les charges négatives. Mais il est uniforme, donc il est égal de chaque côté, égal à sigma sur 2 epsilon 0. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est qu'est-ce qui arrive si je mets deux plaques. Donc, j'ai une autre plaque ici, mais celle-là est chargée positivement. Hop, comme ceci, etc. Je vais la faire en bleu. Celle-là, on le voit ici à gauche, fait un champ vers le haut, en haut du plan, comme ceci, et vers le bas, en bas du plan. Supposons que les deux plaques ont la même charge par unité de surface. On se rend compte que à l'intérieur, entre les deux plaques, les deux champs sont dans la même direction. Et s'ils sont identiques, ils vont tout simplement s'additionner, donc doubler en fait. Alors on peut dire que le champ au centre, entre les deux plaques, ça va être sigma sur epsilon 0. C'est multiplié par 2, donc le 2 s'en va. En haut, ici, qu'est-ce qui se produit? Ici, on avait en rouge le champ qui est produit par les charges négatives, mais les charges positives font un champ vers le haut, ici. Alors, ça veut dire quoi? Et il est uniforme. Même si on est plus loin, le champ est uniforme parce que la plaque est infinie, donc il est égal. Alors, ça veut dire que les deux champs vont s'annuler. Donc, ici, en haut, ça va faire un champ total de 0. Et on a le même phénomène en bas. Ici, en bas, ce sont les charges négatives qui vont faire un champ vers eux, encore une fois égal. Donc en fait, tout ça ici, ça va s'annuler. Autrement dit, quand on utilise deux plaques de signe contraire, mais qui ont la même charge par unité de surface, bien, on se trouve à produire un champ entre les deux qui est sigma sur epsilon 0, sigma étant la charge par unité de surface d'une plaque, et à l'extérieur des deux plaques, le champ est nul. Bon, ça peut paraître un peu anecdotique comme formule, sauf qu'en fait, il y a une application pratique à ça. On va appeler ça un condensateur. Au chapitre 5, on va parler des condensateurs. C'est une façon de produire un champ électrique. Donc, on va voir qu'un condensateur, c'est formé de deux plaques, une en face de l'autre, deux plaques métalliques qu'on va charger avec des charges opposées. Et entre les deux plaques, on va avoir un champ électrique. Et le but, c'est qu'en fait, évidemment, ça ne sera pas infini, ça ne peut pas être infini, mais on va mettre la distance entre les deux plaques, typiquement, c'est de l'ordre des micromètres. Donc, c'est vraiment, ça va être très petit et les plaques vont avoir quelques centimètres, par exemple, de dimension. Donc, vous voyez, quand on a des micromètres par rapport à des centimètres, on peut dire que la distance entre les plaques est tellement petite par rapport à leur dimension que la formule pour le champ infini, pour une plaque infinie, est relativement bien valable. Donc, on va pouvoir estimer le champ électrique entre les deux plaques de cette manière-là. Puis, à l'extérieur des plaques, le champ va être à peu près nul. Donc, c'est une manière d'avoir un champ qui est très localisé.